Chapitre 341. La conversation continue sur le toit et quelque chose fait tiquer notre équipage. Dans sa tirade d'adieu, Robin dit « La situation ne va faire qu'empirer ». À partir de ça, les hypothèses sont que pour eux, le pire pourrait être l'assassinat d'Iceberg pour de bon. Mais est-ce qu'elle a dit ça pour les avertir ou les attirer dans un piège? C'est-à-dire se retrouver sur place lorsque le maire se fera tuer. Pour Luffy, tant pis, on fonce dans le tas. Par contre, pour Nami, il y a une subtilité. Sanji et Iceberg disent tous les deux avoir vu Robin avec quelqu'un masqué. C'est sûrement à cause de cette personne que Robin agit. Mais est-ce que c'est parce qu'elle a retourné sa veste ou parce qu'elle est contrainte? Conclusion, ça sert à rien de tergiverser. Pour avoir des réponses, la solution, c'est de coincer Robin. À l'extérieur d'un commerce, le vent souffle violemment. Usopp se sépare de ses derniers maigres sous afin d'acheter ce qu'il peut pour réparer Mary. Mais il galère au vu de ses blessures. Il s'active pour réparer Mary comme il peut. Chez Blueno, Franky pète un câble. Il peut pas rester là sans rien faire, il doit se défouler et sort du bar déterminé. Depuis, le soleil s'est couché, et les gars de la Galela stoppent les recherches avant de se regrouper devant leur siège. Les hangars souterrains ont été transformés en refuge. Mais au niveau d'Iceberg, les gardes sont innombrables. Tout le monde encercle le bâtiment prêt à en découdre. Même devant sa porte se trouvent les 5 hommes forts du quai numéro 1. Dans sa chambre, Khalifa demande au maire pourquoi il y a le portrait de Nico Robin. Je cite sa réponse: mieux vaut pour vous que vous restiez dans l'ignorance, cette fille est un démon. Caché dans un arbre, notre petit groupe composé de Luffy, Zoro, Nami et Chopper observe le bâtiment de la Galela en attendant de savoir ce qu'il se passe. Chapitre 342. Franky marche dans la rue de manière aléatoire, et en fait, il veut juste défoncer Luffy. Puis, il croise ses hommes de main qui lui racontent qu'ils ont vu Usopp seul en train de retaper le bateau. Pour Franky, c'est une aubaine. Voici leur plan: capturer Usopp pour se servir de lui comme d'un leurre, et hurler dans les rues pour faire entendre au chapeau de paille qu'ils ont l'un des leurs, et que s'ils se pointent pas dans le hangar prévu, leur camarade nourrira les poissons. Toujours au niveau du siège, les employés ainsi que notre équipage est sur le qui-vive prêt à agir. Le maire demande à Khalifa qu'il souhaite avoir un entretien seul avec Paul. Les autres charpentiers sont curieux. Et à l'intérieur, après une brève conversation tenue secrète, malgré les risques, son employé accepte. Pour Iceberg, il n'y a que lui qui peut accomplir cette mission. Et il s'en va expliquant qu'il a un truc à faire. Vers 9h30, alors que le vent souffle de plus en plus fort, Polly rentre dans le bureau du maire. En suivant ses indications, trouve un coffre-fort et fait la combinaison. Coup d'escargophone, une femme d'un côté, Robin et une personne masquée de l'autre, ils entrent en scène. On sait qu'ils ont 4 autres complices. Une explosion dans un angle du bâtiment marque le début des opérations. Tout se met en branle et ça court dans tous les sens. Stone, après s'être assuré que Iceberg va bien, se rue avec Pipli en direction de la femme masquée qui s'est introduite dans l'enceinte du bâtiment, pendant que Lucci et Kaku continuent de monter la garde. Du côté de Robin et de l'homme masqué, ils avancent malgré s'être fait repérer. Pour notre équipage qui observe la scène, ils se rendent compte que Luffy a disparu et qu'il a forcément foncé tête baissée. Polly a le contenu du coffre en main, mais 2 personnes masquées pénètrent dans la pièce et lui demandent de donner ce qu'il a entre les mains. Chapitre 343. Robin et son allié sont acculés contre un mur, mis en joue par des hommes de la Galela. Alors que l'homme masqué utilise sa cape pour se camoufler, les employés déchaînent leurs armes. Mais lorsque la cape perforée de toutes parts retombe, plus personne. Ils ont disparu. Pendant ce temps-là, la femme masquée avec son fouet d'épines fout un bordel désorganisant les troupes. Elle est capable de rebondir dans les airs? Polly demande aux 2 intrus qu'est-ce qu'ils foutent ici et qui ils sont. Voici leur réponse. Nous venons des ténèbres, mais nous servons la justice. Hey baby, I live in the shadows. Justice. Nous sommes le groupe de l'ombre appelé Cypher Paul 9. Polly dit: c'est impossible d'entrer ici sans se faire remarquer. L'un d'eux répond qu'effectivement, c'était une simple formalité. On a une vision des hommes dans le couloir décimé. Ils veulent récupérer le contenu du coffre et se débarrasser de ce témoin gênant. Pendant que dehors, les hommes s'organisent, dans le bâtiment, Robin se sert de l'homme au masque comme d'une porte afin de s'infiltrer dans la chambre d'Iceberg qui a du mal à réaliser ce qu'il vient de voir. Il leur dit: je vous attendais, mais je pensais pas vous voir débarquer par ici. L'homme au masque lui raconte qu'il a mangé le Doa Doa no Mi, le fruit du portier, qui permet de transformer tout ce qu'il touche en porte. Donc l'infiltration et les murs, pour lui, c'est pas un problème. Et juste après son explication, il presse la détente. Et Iceberg, touché à l'épaule, tombe du lit. La conversation nous permet de dévoiler le plan du CP9. Le but est de faire en sorte que, comme il voit Robin, il accuse par extension l'équipage. Parce que s'il l'avait tué, personne n'aurait eu l'information et les plans qu'il recherche seraient tombés dans le néant. Ces fameux plans sont transmis de génération en génération par un maître charpentier et son disciple, en sentant ses jours en danger, confierait ses plans à quelqu'un. Et bingo, c'est tombé sur Polly. Sauf que des gars du CP9 sont déjà sur le coup. L'homme masqué se dirige devant la porte pour empêcher quiconque de rentrer, pendant que Robin, elle, doit attendre le signal pour l'éliminer. L'idée est de faire en sorte que tout l'équipage porte le chapeau de paille. Dehors, justement, Zoro, Nami et Chopper se précipitent dans l'habitation, se disant que ce singe de Luffy doit courir partout à l'aveugle avec une tonne d'hommes à ses trousses.
ça aura au moins le mérite de leur laisser le champ libre. Passer le mur d'enceinte, ils pouvaient pas se tromper plus lourdement que ça. Malgré le bordel ambiant, des hommes tiennent chaque entrée. Et là, ils sont clairement bien accueillis. Luffy, dans tout ça, cet abruti, il a foncé tellement fort qu'il a fini coincé entre deux bâtiments. Entre temps, Ty Stone revient dans la chambre d'Iceberg et se retrouve face à l'homme masqué alors que le corps de ses deux camarades jonche le sol. Chapitre 344. Déterminé à venger ses camarades et secourir son patron, Ty Stone arme sa masse qui se brise sur le poing de son adversaire. D'une gauche bien placée, il finira au sol. Les employés témoins de la scène sont sur le cul de voir les contremaîtres HS et tentent de s'enfuir. Malheureusement, ils n'auront pas cette chance. Zoro, Nami et Chopper se font poursuivre par une ordre de Taki. Et le savoir se dit, Nick, dans tous les cas, on passera pour les coupables. Et ils ont autre chose à foutre et du plat de ses lames défonce tout le monde. Luffy, quant à lui, a réussi à sortir de l'étau des deux immeubles, avant de repartir en se propulsant en direction de la Galela. Dans la chambre, c'est une toute autre ambiance. Le maire dit qu'il a toujours voulu rencontrer la fameuse Nico Robin avant que les deux se mettent en joue. Iceberg explique qu'il veut la tuer parce qu'elle est liée au poneglyphe. Leur simple étude est considérée comme un crime car elle pourrait mener la résurrection des armes antiques. Et comme elle est la seule personne au monde à pouvoir les lire, c'est pour ça que le gouvernement mondial a mis une prime sur sa tête de 79 millions de berries alors qu'elle n'avait que 8 ans. Elle est la seule personne sur cette terre à pouvoir ressusciter les armes antiques. Il suppose qu'elle a quitté les chapeaux de paille pour se ranger du côté du gouvernement et plus particulièrement du CP9. Ce qu'il trouve bizarre pour une personne qui a passé sa vie à le fuir et que peu importe si ces armes sont utilisées pour servir le mal ou la justice, dans tous les cas, elles n'apporteront rien de bon. Elles ne peuvent que détruire le monde. Robin répond qu'elle est de son avis, mais qu'il ignore tout de ses intentions et de la raison qui la pousse à étudier l'histoire, qu'il la juge sans la connaître. Détrompe-toi, réplique le maire. Je suis dans la même position que toi, car j'ai en ma possession les plans de Pluton, l'arme que cherchait Crocodile à Alabasta pour rappel. La révélation trouble Robin. Et Iceberg continue. C'est un vaisseau de guerre conçu ici il y a longtemps, puis les anciens ont considéré que ça représentait un trop gros danger et que les conséquences seraient trop grosses si ça échappait à leur pouvoir. Et les charpentiers se transmettent les plans de génération en génération. C'est ça que veut le gouvernement, quitte à utiliser la force. Il n'en revient pas qu'elle les a rejoints sans savoir ça. Il continue disant que Tom, l'homme qui lui a confié ses plans, était obsédé par une petite fille, la seule survivante de l'incident d'Ohara il y a 20 ans. Et en dépit de son jeune âge, elle porte les idées macabres des démons d'Ohara. Et pour respecter les anciens, il doit l'arrêter. Surtout que maintenant que le gouvernement connaît l'existence de ses plans, il aurait dû les brûler. Mais tant qu'elle sera vivante, ça sera toujours un risque. Alors qu'il s'apprête à appuyer sur la détente, Robin le maîtrise avec ses pouvoirs. Elle lui demande si c'était ses dernières paroles et que de toute façon, ça changera rien parce qu'ils vont voler les plans. Sereinement, il lui explique que ce sont eux qui sont tombés dans un piège. Dans la salle où Polly les a récupérés, le charpentier tombe à genoux blessé, pensant à voix haute, putain, je pensais pouvoir vous battre, j'aurais dû écouter Iceberg et m'enfuir. C'était ses ordres de balancer les papiers et me sauver parce que ce sont des faux. Chapitre 345. Les deux hommes masqués réalisent qu'effectivement, ils se sont fait avoir. Alors que Polly subit au sol, concrètement, il lâche un chat et que de toute façon, même lui ne sait pas où sont les plans. Quoi qu'il en soit, pour les agents du gouvernement, il en sait trop. Et alors qu'il s'approche pour l'éliminer, Luffy débarque en se coinçant encore une fois dans un mur. Très vite, il comprend la situation, que les mecs masqués sont des ennemis et quand l'un d'eux s'élance, il a juste le temps de s'extraire du mur que son adversaire tranche avec un coup de pied. Il a même pas le temps de réagir que lui et le charpentier se retrouvent enchevêtrés au sol. L'homme au masque de squelette porte un coup fatal à Polly avant qu'il quitte la pièce. Le Denden Mushi des agents sonne leur demandant de se rassembler immédiatement dans la chambre d'Iceberg, sans le tuer parce qu'il y a un petit imprévu. Dans la pièce du coffre-fort, Luffy demande à Polly s'il est toujours en vie. L'artisan répond, t'inquiète Senshi, il en faut plus pour me tuer. Désolé, on t'a mis ça sur le dos. Mais t'es venu faire quoi ici? Il lui explique que c'est pour récupérer Robin. Et les deux s'enragent, principalement Polly, qui souhaite protéger Iceberg, l'homme qui lui a tout donné. Et le duo se met à hurler comme quoi ils vont leur défoncer la gueule, mais ils n'arrivent pas à se libérer. Dans la chambre du maire, les explications et les masques tombent. Lucci, Kaku, Khalifa et Bruno font tous partie du CP9. Ils étaient en infiltration depuis des années, mais l'extrême vigilance d'Iceberg les a poussés à agir ainsi, et que s'il leur indique pas où sont les plans, ça va être agréable pour personne. Chapitre 346. Zoro a défoncé tous les mecs de la Galela. Alors qu'ils veulent continuer leur route, il arrive à se tromper de chemin, même avec Nami et Chopper qui le guident. Forcément, il lui demande s'il est pas complètement teubé. Entre temps, Luffy, grâce à son élasticité, a réussi à se détacher. Dans la chambre, Lucci s'adresse à Iceberg, que pendant ces 5 ans, ils se sont investis dans leur mission en tant qu'employés, mais qu'ils ont un ultimatum et qu'ils comptent sur sa coopération, expliquant que les Cypher Pole sont 8 unités de renseignement mondial réparties en différents points stratégiques dans le monde. Ils sont la 9e.
une unité fantôme qui n'existe pas. Ils agissent dans l'ombre et ont des privilèges que le gouvernement mondial leur a accordés pour accomplir leur mission et servir la justice. Le permis de tuer. Hérésie, répond Iceberg. Inconcevable qu'un meurtre puisse servir la justice. Lucci reprend, disant que certains membres du gouvernement mondial ont revu leur jugement et que, plutôt que de craindre la résurrection des armes antiques, il vaudrait mieux les utiliser pour mettre un terme à l'ère de la piraterie. Et comme ils refusent de collaborer, d'une certaine manière, ils cautionnent les exactions que commettent les pirates chaque jour sur les mers. Pour Iceberg, ce sont des balnaves. Si ces armes refont surface, les gens vont se battre pour les obtenir et ce serait encore pire qu'aujourd'hui. Vous n'avez pas l'air de faire confiance au gouvernement, monsieur Iceberg, questionne Lucci. Je vous cite la réponse d'Iceberg que j'adore. Disons simplement que je suis conscient de ce qu'est la nature humaine, gamin. L'agent du CP9 réplique par un coup de pied en pleine figure, puis demande à Kaku de prendre son pouls. Il se lance alors dans un long monologue expliquant qu'ils avaient une hypothèse et qu'ils veulent la soumettre. D'abord, les faux plans les ont mis sur cette piste, ce qui prouve qu'Iceberg avait un doute, pensant que le gouvernement avait orchestré son agression. Il a aussi pris en compte que cela pouvait être une simple vengeance. Dans ce cas, il aurait pu transmettre les plans. Pourtant, il ne l'a pas fait. Cela signifie que les plans ne sont plus en sa possession, donc il les a confiés à quelqu'un. Mais en 5 ans d'espionnage, rien ne permet de savoir à qui. Ce qui est intéressant, c'est que les faux plans sont signés Tom, Iceberg et Cutie-Flamme, de la compagnie Tom's Workers, pour duper l'ennemi. Mais comme ils sont devenus proches, ils ne se sont pas fait avoir. Ils préparaient leur coup depuis un moment. Pour n'importe qui, ça aurait fonctionné. La compagnie Tom's Workers est légendaire, mais elle a disparu sans laisser de traces. Il n'a pas été facile d'apprendre qu'Iceberg était l'un des 2 disciples de Tom et que l'autre est mort il y a 8 ans dans un accident, décès attesté par un agent du gouvernement. Enfin, c'est ce que les gens pensent. Le nom Cutie-Flamme, ils l'ont déjà entendu il y a 4 ans. Un homme s'est présenté sous ce nom. Conclusion, Cutie-Flamme est toujours en vie, dissimulé dans cette ville sous le nom de Frankie. Les pulsations d'Iceberg confirment qu'ils ont visé juste, fait remarquer Kaku. Et bien qu'il se soit renseigné sur lui, rien ne permettait de faire le lien. Surtout que vu le taf de Frankie, c'est un normal qui se présente ici pour livrer du bois et donc remettre les plans discrètement, personne n'aurait soupçonné leur lien. Et comme Iceberg a été tenace et n'en a parlé à aucun contremaître, tout est lié et les pulsations ne mentent pas. Maintenant qu'ils sont sûrs de l'info, ils n'ont plus qu'à cueillir Frankie. Alors qu'ils s'apprêtent à éliminer Iceberg, Luffy, Polly, Zoro, Nami et Chopper font une entrée fracassante. Chapitre 357. Après quelques cris, un temps est pris et tout le monde analyse la scène. Surtout Polly, qui se demande qu'est-ce que c'est que ce bordel, parce que de son point de vue, ça donne vraiment l'impression que ses camarades ont agressé son boss. Lucci révèle tout. C'est des espions du gouvernement, et lâche de manière sarcastique. Mais comme on est des compagnons de labeur, tu nous pardonnes. Et si tu me crois pas, je peux toujours piétiner la gueule d'Iceberg. Le sang de Polly ne fait qu'un tour. Il attaque avec une corde sur laquelle est attachée de multiples lames. Mais Lucci, comme s'il avait utilisé un déplacement instantané, apparaît devant son adversaire et le plante avec son doigt qui tombe à genoux. Lucci explique que c'est inutile, ils ont la force de 100 combattants grâce à un entraînement qui dépasse les limites humaines. Il s'agit du Rokushiki, l'art des 6 pouvoirs. Alors qu'il s'apprête à l'achever, Luffy intervient et le rude coup, mais c'est inefficace. Et même chose, déplacement instantané et technique qui touche Luffy en plein coup. Mais avec l'élasticité, même s'il le sent passer, ça ne le transperce pas. Notre héros ramène Polly derrière lui. Les agents du CP9 demandent pourquoi il le protège. Il dit qu'il lui a promis d'éclater tous les mecs qui en veulent à Papy Glaçon, c'est comme ça qu'il appelle Iceberg, et qu'en plus d'être des traites, il a un compte personnel à régler avec eux. Il s'adresse à Robin. Qu'est-ce que tu branles avec eux? Tu veux partir? Très bien, mais au moins explique-toi. Robin dit qu'elle a pourtant transmis ses adieux aux médecins et aux cuistots, et que concrètement, si elle a changé de camp, c'est pour réaliser son rêve, et qu'en restant à leur côté, elle pourra jamais l'atteindre, et qu'elle est prête à tous les sacrifices pour ça. Et là, le ton monte. Zoro l'interroge. Quel genre de rêve te pousse à faire porter le chapeau à tes camarades? Bien évidemment, elle reste silencieuse sur le sujet. Iceberg crie qu'elle est complètement folle et qu'elle est inconsciente de prendre ce choix. Elle l'immobilise en lui disant « Ta gueule, t'es mal placé pour parler. Personne ne se mettra en travers de ma route. » Là, Luffy lui demande si elle est sérieuse et Chopper s'ils sont vraiment ennemis. Puis Lucci annonce qu'il doit se barrer d'ici parce qu'ils sont à la recherche de quelqu'un et parce que le bâtiment va être englouti par les flammes dans 2 minutes. Afin de supprimer les indices et ils en font partie, face à eux se dressent Bueno, Khalifa et Kaku. Zoro questionne Luffy. Est-ce que le fait qu'elle veut rester avec eux, ça te suffit pour qu'elle quitte l'équipage? La réponse du capitaine est sans appel. Jamais de la vie. Chapitre 348. D'un instant à l'autre, le bâtiment sera en proie aux flammes. Les agents du gouvernement n'ont aucun scrupule d'utiliser ce genre de méthode, parce que aux yeux du monde, ça serait forcément les pirates les coupables. Robin commence à quitter les lieux. Luffy s'élance pour la stopper, mais il se retrouve face à Bueno qui dispose d'une myriade de techniques. Durcissement du corps, esquive, déplacement instantané, flotter dans les airs. Pendant qu'il exécute ce dernier geste technique, Luffy, distrait par celle-ci, prend un double coup de pied ouragan de Kaku et Khalifa. Zoro s'élance à son tour et se retrouve contre Kaku et pendant leur échange, il confirme bien que le Mary
est irréparable. Robin se trouve sur le rebord de la fenêtre, ce qui distrait Zoro, qui prendra 2 index guns dans la poitrine et Luffy qui se précipite vers elle est stoppé facilement par Lucci. Nami leur demande d'où ils puisent leur force. Lucci explique que ce sont des enfants qui étaient entraînés dans l'unique but de servir le CP9 et vouer leur vie au gouvernement mondial, qui leur confie des missions ultra secrètes et que grâce à ça, ils maîtrisent le Rokushiki, l'art des 6 pouvoirs. Pour pas que vous soyez perdus, je vous ai fait un tableau explicatif des 6 techniques. Bref, Lucci termine par des pirates minables comme vous ne feront jamais le poids. Khalifa l'avertit que le dispositif va s'allumer d'un moment à l'autre avant de les achever. Lucci tient à leur montrer quelque chose. Chapitre 359. Le siège de la Galela s'est embrasé. Tandis que les blessés sont évacués, d'autres se ruent dans le bâtiment pour tenter de sauver ce qui peut l'être, et principalement Iceberg. Lucci s'est métamorphosé. On découvre qu'il a mangé le Nekonokonomi, le fruit du félin version léopard. Il a une carrure monstrueuse d'homme léopard. On apprend que les fruits du Zoan de type carnivore sont ceux qui exacerbent le plus l'agressivité, et que parmi tous les fruits, seuls les Zoan augmentent la force physique. Et plus on s'entraîne, plus on devient fort. Ils sont parfaits pour le corps à corps. Lucci va découper l'entièreté du bâtiment comme un vulgaire papier qui s'effondre. Chopper pousse Nami à chaille du mur avant que les décombres ne s'écroulent sur lui. Pauli en profite pour récupérer Iceberg, mais il fait immédiatement face aux 4 membres du CP9. Les larmes aux yeux, il pensait sincèrement qu'ils étaient amis pendant ces années. Alors que l'homme léopard va abattre ses griffes sur le duo d'artisans, Luffy lui met une droite en réponse. Il se fera transpercer le bide par un Shigan avant d'être éjecté au loin, puis Zoro va tenter de venger son capitaine et sera éjecté à son tour avec Nami. Impossible pour les employés de rentrer dans le bâtiment. Les flammes sont trop intenses. L'un d'eux trouve Nami inconsciente, les gars la reconnaissent et comptent bien lui demander où se trouve le reste de son équipage à son réveil. Dans la chambre, Paoli et Iceberg ont été ligotés. Lucci, à chaille sur un immeuble accompagné de ses camarades regardant l'incendie, dit que personne n'écoutera une femme pirate. La lumière ne sera jamais faite sur cette histoire et malgré que le fake Iceberg soit un excellent ingénieur, un simple citoyen ne peut s'opposer au gouvernement mondial. Maintenant, l'objectif c'est de retrouver Franky ainsi que les plans. Chapitre 350. Pendant que les employés essaient de contenir le feu, sur le toit du bar de Bueno, la vieille Kokoro est en train de se mettre pilo. Shinny lui demande si elle pense que ce sont des gens qui ont fait ça. Je vais citer sa réponse. Va savoir. Mais les mauvais pressentiments s'avèrent souvent justes pourvu qu'Iceberg n'ait rien. Tout irait tellement mieux si elle n'existait pas. Le quatuor d'agents qui se déplace dans les airs croise le groupe de Franky qui hurle à qui veut l'entendre qu'ils ont capturé le mec au long pif. Lucci, masqué, arrive à leur niveau et leur dit « Vous avez 3 secondes pour répondre à mes questions avant que je vous monte en l'air. » L'idée est de savoir où se trouve Franky. Dans un entrepôt sous un pont, près de la déchetterie, on trouve la base secrète de Franky qui chiale ses ancêtres avec Kiwi et Mozu. Après avoir entendu l'histoire d'Usopp qui a abandonné son équipage pour un bateau. Et Franky, ça a l'air d'être un sacré singe. Je pense que ces 4 vignettes parlent d'elles-mêmes. Pour faire simple, Usopp leur raconte qu'ils ne sont plus potes. Et Franky dit que pour lui, ils sont quittes. Parce que même s'il a dépensé les 200 millions, ils ont défoncé ses hommes et sa maison. Mais comme il l'aime bien, il lui propose de bosser avec lui. C'est non. L'Aqua Laguna arrive sur la table. Comme quoi, chaque année, elle inonde la ville. C'est devenu une sorte de rituel pour les habitants. Le vrai problème est le sol de la ville qui s'affaisse avec le temps au fond de la mer. Au point que les bâtiments sont construits sur des ruines d'époque. Même qu'avant, l'île et le chantier ne faisaient qu'un. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Water 7 est appelée la cité sur l'eau. Et dans quelques dizaines d'années, l'île va disparaître. Et grâce au train des mers, ils pourront aller vivre ailleurs. Tout ça grâce à son créateur, Tom. Le plus grand ingénieur qu'ils ont connu, il a permis aux habitants de pouvoir vivre jusqu'à la fin de la cité, sans inquiétude et de se déplacer d'île en île sans log pause. Entre-temps, les agents du CP9 ont tabassé les hommes de Franky et, avec les informations, se dirigent vers le hangar. De retour à l'intérieur de celui-ci, Franky demande ce qu'il compte faire du bateau une fois réparé. Usopp explique qu'il souhaite rentrer sur son île natale, mais l'homme en slip lui met un stop direct, disant que le rafio n'ira jamais jusque-là. Tiens, il a monté le bateau dans le hangar, il a vu que l'expertise des mecs de la Galela était exacte et qu'il vaudrait mieux le démolir. Chapitre 351. Là, vous imaginez bien que ça coince entre les deux. Malgré le fait que Usopp défende son bateau, pour Franky, Usopp avait pris la décision de le faire partir dignement après avoir retapé le bateau. Il aurait respecté ce choix, mais comme il souhaite rentrer sur East Blue, il va juste en empêcher parce que c'est plus qu'un rafio, un vieux amas de bois. Une brève baston commence entre les deux qui se terminera lorsque le mec en slip va jeter l'ancien Mugiwara dans l'eau afin qu'il regarde par lui-même les dégâts sur la quille. Malgré ça, les larmes aux yeux, Usopp commence à retaper Mary, annonçant qu'il recommencera autant de fois que nécessaire. Franky hausse le ton en disant « Mec, affronte la réalité, tu as bien vu l'état, ça marchera jamais !» Notre menteur pète un câble, lâche ses outils et se retourne en lui gueulant
hurlant dessus. Ferme ta gueule, t'es juste un putain de voyou, t'as rien à me dire. Puis les larmes le gagnent et le ton s'adoucit. Il sait que Mary ne pourra plus jamais naviguer. Après les résultats de l'expertise, pour lui, ce qui s'est passé ce jour-là, il a même cru à une hallucination. Mais c'était bien réel et il se met à raconter ce qu'il a vu sur l'île Céleste car il a aperçu une silhouette avec un maillet et que le bateau a été réparé. Alors que personne n'est monté dessus. Ce qui le perturbe le plus, c'est les mots prononcés par la silhouette. Ne vous en faites pas, je pourrais vous emmener encore un peu plus loin. Il sait pas si c'est son imagination et se dit qu'ils doivent le prendre pour un fou. D'imaginer que c'est le bateau lui-même qui peut leur parler. L'ombre que tu as vue, c'est un marin avec un maillet, c'est ça? Usopp, surpris, questionne. Bah, comment tu sais? Le cyborg répond, parce que tu as vu un Cloudwaterman, gamin. C'est une vieille légende que racontent les marins comme quoi, quand les gens aiment et prennent soin du bateau, cette incarnation qui est représentée par un marin en ciré avec un maillet en bois apparaît parfois, il vient même en aide ou avertit l'équipage lors de danger. Mais t'es le premier humain que je connais qui envoie un. À mon avis, ce bateau a vécu heureux pour se matérialiser sous cette forme. Et crois-moi, c'est rare. À mon avis, il voulait juste vous emmener le plus loin possible. Usopp réalise en regardant le Mary et se dit, donc c'était bien toi? Franky reprend. Franchement, je t'en reviens pas. Malgré que tu savais tout ça, tu t'es quand même engueulé avec tes amis? Alors que Usopp dit, c'est pas si simple que ça. Le CP9 est devant l'entrée de l'entrepôt. Chapitre 352. Au début, le petit groupe se dit que c'est les gars qui ramènent les chapeaux de paille. Mais comme ça continue de sonner, Kiwi et Mozu vont ouvrir. Pendant ce temps-là, Franky et Usopp continuent de s'embrouiller pour le bateau. Le cyborg lui conseille de le démolir et de rejoindre son équipage. Mais pour le tireur d'élite, c'est impossible. La conversation est interrompue par les corps de Kiwi et Mozu qui ont été projetés à leurs pieds par le CP9. Après un bref échange de coups, Lucci révèle tout à Franky. Ils sont des agents, les plans, son passé et la mort d'Iceberg. Après la surprise, bien évidemment, Franky tente de le frapper. Mais d'un simple coup, il est projeté contre le mur qui s'écroule. Et derrière celui-ci se trouve l'ancien atelier de la compagnie Tom's Walker. Alors que les agents pénètrent dans la pièce pour la fouiller, Franky se relève et leur dit quittez cet endroit immédiatement et enlevez vos sales pattes de là. Vous êtes ici dans un atelier qui a vu grandir et abriter le plus grand ingénieur naval que le monde ait connu. Chapitre 353. Cet emplacement est important aux yeux de Franky et lorsqu'il leur annonce que les plans ne sont plus ici, les agents commencent à tout casser et le cyborg se fait immobiliser par le fouet de Khalifa. Lucci lui dit que de toute façon, nous avons un atout en main et lui raconte une histoire qui remonte à 8 ans, où lui, Cutty Flame, s'était rendu coupable d'un crime, tout comme Tom. Là, l'homme entravé pète un plomb et commence à se débattre, mais il est vite rappelé à l'ordre par le fouet épineux. Lucci lui dit, la voie que tu as choisie a fini par te tomber dessus. Franky répond en hurlant, qu'est-ce que vous savez de l'histoire de cette ville? Flashback, 22 ans auparavant. On retrouve Franky sur un bateau nommé Battle Franky 8, qui essaye d'échapper à un monstre marin. Après s'être craché sur Water 7, Iceberg, âgé de 16 ans, et lui dit d'arrêter de construire des bateaux dangereux et vient nous aider à l'atelier à la place. Franky réplique que ces bateaux sont importants pour lui et que le but est de tuer les monstres marins. But stupide pour Iceberg et pour lui c'est juste une source de danger. On découvre Tom, un homme poisson à la force herculéenne qui met un galion à la mer en le jetant à la seule force de ses bras. Il est accompagné par Yokozuna. Plus tard dans la compagnie Tom's Workers, l'ambiance est très bonne. Tom a l'air d'être un gars toujours à taper ses meilleurs fous rires. Et les deux ados, Cutty et Iceberg, bah ces deux ados, ils font que se foutre sur la gueule. Kokoro est là aussi et c'est la secrétaire de la boîte avec toujours le crapaud qui nage le crawl. Cependant, même si c'est cool dans la pièce, sur l'île, c'est pas ça. Les inondations de l'Aqua Laguna obligent les habitants à se fournir en ressources. Et depuis la mort de Roger, le nombre de pirates a explosé. Et les bateaux qui apportent les marchandises sont rares, car souvent attaqués, menaçant l'existence de l'île au point où les commerçants se battent entre eux pour avoir des clients. Donc là, ils sont dans une situation où ils attendent juste que l'île sombre sous la mer malgré la renommée de Water 7. Je fais un petit focus sur un moment qui me semble symboliquement important. Pendant le repas, Franky demande à Tom les plans des super bateaux pirates qu'il a construits. Tom lui dit: mon petit Franky, sache que les plans des bateaux pirates n'existent pas vraiment. Un navire qui hisse un pavillon à une tête de mort est un bateau pirate. Tandis que celui qui arbore une mouette est un vaisseau de la marine. Peu importe ce que tu construis, un homme doit être fier de ce qu'il a construit. En pleine nuit, Franky va demander à l'homme poisson ce qu'il dessine. Il lui dit: c'est l'espoir de Water 7. Un beau jour, une cour d'assises navale du gouvernement mondial arrive en ville. En gros, c'est un tribunal qui se déplace. La personne qui est conduite devant le juge est Tom, qui n'oppose aucune résistance. Et les gens n'y vont pas de main morte avec leurs commentaires. On y apprend pourquoi il est jugé coupable, pour être l'homme qui a construit l'Oro Jackson, le navire avec lequel
le seigneur des pirates a semé la panique à travers le monde. Et pour ça, il sera emmené à Enies Lobby et exécuté. Chapitre 354. Le juge explique que d'habitude, les charpentiers sont libres de vendre leurs services à n'importe qui. Mais le roi des pirates est une exception. Et toute personne proche de près ou de loin de lui est considérée comme un danger. L'ordre est donné de l'amener. Mais Tom prend la parole. Il explique qu'il est en train de créer un plan pour un train à vapeur qui permettra de circuler entre les îles sans log pause, de transporter personnes et marchandises. Il pourra se déplacer par tout temps, même éloigner les espèces marines et sauvera Water 7 de sa perdition. Vous imaginez bien que les gens ne le prennent pas au sérieux. Mais le juge lui dit, est-ce que c'est possible de relier Enies Lobby? Bien sûr, répondra l'homme poisson. Parce que s'il arrive à mettre au point cette technologie, le commerce entrera dans une nouvelle ère. Forcément, un espoir pour Water 7. Il dit qu'il a besoin de 10 ans pour accomplir cette tâche. Le juge tape son marteau, accordant un sursis de 10 ans à Tom pour la conception de ce train. Le soir, Tom est en train de rire aux éclats malgré qu'il a une épée de Damoclès sur la tête avec un minuteur. Mais il a un espoir, celui de faire en sorte que si son travail est un succès, qu'il soit relaxé. Mais Frankie n'est pas dans le même mood. Pour lui, tous ces gens sont des fils de pute, incapables de comprendre le génie de Tom. Alors qu'il réussit à créer le seul bateau capable d'avoir été au bout de Grand Line et comprend finalement pourquoi ils sont dans une entreprise sous un pont. Ils l'ont chassé pour avoir construit le bateau de Roger. On assiste sur une conversation entre Tom et Iceberg, disant qu'il devrait se séparer de Frankie. Tom lui dit, en vrai, on est une équipe. Malgré ses créations dangereuses, il reste un bon garçon, avec un meilleur niveau que la plupart des charpentiers de l'île. Il l'a trouvé sur la décharge et l'a recueilli il y a 2 ans. Il a été abandonné par ses parents qui l'ont jeté par-dessus bord, parce qu'il était insupportable. Bien que ça soit un petit dur à cause de ce qu'il a vécu, ça reste un gars droit dans ses bottes. Et tous deux deviendront des artisans mondialement connus. Et après, pendant 10 longues années, où notre trio a travaillé avec acharnement et que Frankie a continué ses bateaux à la con. L'île, pendant cette décennie, a continué de dépérir et la majorité de l'île avait perdu espoir entre le manque de matériel, la montée des eaux et les pirates. Au point où les gens se donnaient la mort. Finalement, à l'annonce comme quoi le train était terminé, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre et beaucoup de gens montent à bord, même si forcément des personnes sont réticentes. Ce jour-là, pour la première fois, des gens accablés par les soucis ont repris espoir en naviguant sur le train grâce au Puffing Tom. Notre trio d'ingénieurs a réussi à sauver la ville. Chapitre 355. Pendant les 4 années suivantes, Tom's Worker s'est attelé à construire 3 nouvelles lignes supplémentaires. Et même si la situation s'est améliorée, il y a toujours quelques difficultés. Mais le plus important, c'est que la cour d'assises navale est de retour. Pour savoir si Tom sera acquitté ou exécuté. Tom dit à Iceberg que dans tous les cas, on a redonné espoir aux gens. Et c'est le plus important et pour ça, ils peuvent être fiers d'eux. Un groupe d'hommes se présentant comme du CP5 arrive à leur niveau. À leur tête se trouve Spandam. Il est accueilli sans faire exprès par un coup de canon de Frankie avec son super Battle Frankie 35. Ah oui, je sais plus si je vous l'ai dit, mais il prend souvent cette pause et dit super sous cette intonation. Et grâce à son bateau, il a finalement réussi à terrasser un monstre marin d'environ 100 mètres. Encore une fois, vient l'embrouille entre Frankie et Iceberg sur la dangerosité des inventions, qui les utilise et qui en est responsable. Bref, Spandam veut des excuses et a des choses à dire. Alors que les deux apprentis retournent dans l'entrepôt rejoindre Kokoro et Yokozuna, l'objectif de Spandam c'est de récupérer les plans de Pluton. Mais Tom nie tout en bloc. L'agent du gouvernement change immédiatement de registre et passe à la menace en disant qu'en menant son enquête, il a découvert que Tom est le créateur de l'Euro Jackson. Tom, répond que le gouvernement est déjà au courant. Spandam se demande comment c'est possible qu'il soit encore en vie et le charpentier va l'éjecter de la pièce en lui disant « T'es du renseignement? Bah renseigne-toi sale chien !» Bon, il l'a pas dit comme ça, mais c'est l'idée. Puis dans un bar, il apprend le fin mot de l'histoire et comme quoi il va sûrement se faire acquitter. Puis flashback dans flashback. Spandam fait face au conseil des 5 doyens, le sujet de conversation, les armes antiques et le danger qu'elles représentent. Il est conclu que pour mettre fin à l'âge d'or de la piraterie, il faut utiliser ces armes. Et pour ça, les doyens accordent carte blanche à l'agent du CP5. De retour dans le présent du flashback, je crois, Spandam, revanchard, garantit que Tom y laissera la vie et de peur de voir ses efforts réduits à néant, demande des renforts. De son côté, Tom rassemble ses 2 disciples pour leur confier les plans de l'arme antique et que comme le gouvernement est au courant, il doit passer le flambeau. Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, même les détruire. Et à propos de danger, il leur présente l'avis de recherche de Robin. 3 jours plus tard, alors que Frankie part faire des courses, le tribunal d'assises mobile est en ville et le juge compte bien relaxer l'homme poisson. Cependant, une armada de navires de guerre composés des bateaux de Frankie pilonne le tribunal à coups de canon. Pendant que tout le monde fuit la zone, Frankie lui tombe des nues devant la scène. Kokoro avertit Tom et Iceberg qui se précipitent sur l'armada et clairement, ils savent que ça pue parce que c'est soit les pirates, soit le gouvernement. Pendant que les artisans de Tom's Workers foncent pour arrêter le carnage, Spandam, lui,
se délectent de la scène. Chapitre 356. Le bombardement de la cour d'assises continue et quelques personnes de l'île commencent à reconnaître les bateaux. Les agents du gouvernement ont accompli leur mission et retournent à la décharge de la compagnie, c'est-à-dire là où ils les ont volés. L'armada de Franky rentre à bon port et lorsque les agents voient arriver Tom et Iceberg, ils se jettent à l'eau pour s'enfuir. Alors que le duo inspecte les bateaux depuis la décharge, une salve d'artillerie d'autres Battle Franky touche Iceberg et Tom de plein fouet. Franky, lui, découvre l'horreur de la situation. Sa flotte est anéantie et surtout lorsqu'il s'approche de ses deux camarades, il constate qu'ils sont blessés et surtout Tom qui a un harpon qui lui a percé le torse, il est allongé, immobile au sol. Iceberg lui met une grande droite et l'insulte. Putain d'imbécile, malgré le nombre incalculable de fois que je t'ai dit de détruire ta flotte parce que tu serais responsable s'il y a des blessés, eh ben tout ça, c'est de ta faute. Les agents du gouvernement ont tout orchestré et avec ces bateaux, ont assiégé la cour d'assises. Franky est rongé par la culpabilité et Iceberg enchaîne. Je n'ai jamais cessé de te prévenir, encore et encore. Même si toi, t'en as pas l'intention, tes bateaux sont des dangers et peuvent blesser sans distinction. Et le piège du gouvernement, c'est de nous faire porter le chapeau afin de récupérer les plans. Tout ça, c'est ta faute, Franky. Si Tom meurt ou va en prison, je te le pardonnerai jamais. Il finit sa tirade en explosant en sanglots. Arrête. Un simple mot qui sort de la bouche de Tom, d'un ton très calme. Franky n'y est pour rien. Ne rejette pas sa faute sur lui. Forcément, Iceberg a du mal à comprendre sa clémence, pendant que Franky se porte à son niveau pour s'excuser platement, surtout qu'il a fabriqué un harpon pour qu'il reste planté dans la chair. Entre temps, les gens se sont rassemblés et assistent à la scène, se demandant si ce sont eux les coupables. Et le Cypherpole 5 arrive inculpant les trois artisans et les ramène devant le juge sur la place publique une fois menottés, criant à qui veut l'entendre qu'ils ont maîtrisé ces criminels avant de les remettre au juge. Les gens sont sceptiques. Pourquoi a-t-il agi comme ça alors qu'il allait être blanchi? Ça veut dire qu'il était vraiment avec le roi des pirates? Le juge débute son développement, disant que le train des mers est une merveille et a redonné espoir à Water 7. Pour ça, il était parti pour l'acquitter. Il finit par demander « Pourquoi vous avez récidivé ?» Franky, sanguin, hurle la vérité, comme quoi tout est un coup monté et forcément comme prévu, les réactions sont un mépris silencieux pour le juge et le fou rire pour le reste. Spandam prend la parole et lui dit « Écoute-moi bien, Cutiflamme, on vous a chopé en flagrant délit et ces bateaux sont des créations de ton entreprise, non ?» Franky baisse la tête et commence par dire des bateaux qui ont fait une chose pareille, puis hurle ce ne sont plus mes bateaux. L'homme poisson se lève et brise de ses chaînes avant d'impacter la gueule de Franky avec son poing. Les civils partent en courant et les marines le mettent en joue. Iceberg est sous le choc de voir Tom lever la main pour la première fois sur Franky. Il demande à Franky, les yeux pleins de nerfs et la mâchoire serrée, tu renies tes navires, Franky? Plus jamais je veux t'entendre dire une chose pareille. L'apprenti tente de se justifier, disant que de son point de vue, s'il n'avait pas existé, il n'en serait pas là. Alors que son mentor retire le harpon comme une vulgaire aiguille, peu importe ce que tu construis, c'est fondamentalement ni bon ni mauvais. À l'avenir, tu pourrais continuer à fabriquer les navires qui te plairont, peu importe qu'il blesse les gens, qu'il mène le monde à sa perte, tu es son concepteur, et quoi qu'il arrive, tu ne peux le renier ou lui reprocher quoi que ce soit, et finit par hurler. Un homme doit être fier des navires qu'il a construits. Petit moment de blanc, et il demande à ses deux apprentis de ne pas se mêler de ce qu'il va se passer maintenant.